Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast preview sur Touchdown Actu, podcast preview de la saison 2025 en NFL, avec aujourd'hui une quatrième équipe passée au peigne fin et une nouvelle équipe de la division NFC Est. On commence déjà à bien dessiner les contours globalement de cette conférence. On a parlé des Eagles et des Giants, et bien aujourd'hui ce sont les Washington Commanders qui seront à l'honneur, le finaliste de conférence NFC surprise de l'an passé, passé d'un deuxième choix de draft au tout premier rôle donc de la ligue. Est-ce qu'on va être capable de continuer sur cette lancée? Avec quoi on a ajusté l'effectif pendant l'intersaison pour éventuellement faire mieux? C'est compliqué déjà quand on tape une finale de conf, mais sait-on jamais dans cette conférence nationale. Pour en parler, même si son cousin ne fait plus partie de l'effectif des Commanders, il suit toujours cette franchise avec un grand intérêt, Monsieur Victor Roulier. Salut Victor. Et bonjour Grégory, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai toujours le maillot, évidemment, de mon Oui, cousin. une grosse pensée à Chase Roulier, qui a dû arrêter sa carrière prématurément pour des problèmes de blessure. C'est ça. J'ai même deux maillots de lui grâce à la NFL qui s'est trompé d'envoi. Mais oui, bah écoute, cette équipe des Commanders qui a été évidemment l'équipe surprise. Alors ça s'est fini en finale de conférence un peu brutalement, puisqu'ils ont pris ce qu'on appelle un 50 burger, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire plus de 50 points. Mais honnêtement, c'était absolument inespéré avant le début de la saison. Cette équipe, la question était de savoir s'ils pouvaient accrocher un bout de playoff. Je pense que personne ne les aurait imaginés aller en finale de conférence, taper les Lions en playoff, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est cette année vraiment que ça va compter parce que cette année, il y aura des attentes, contrairement à l'année dernière, et il va falloir y répondre. Très clairement. Et pour tenter de franchir ce palier supplémentaire, ou en tout cas de faire aussi bien que l'an passé du côté des Commanders, on a notamment décidé d'investir sur le groupe de receveurs avec un échange pour récupérer Deebo Samuel en provenance des San Francisco 49ers et pour remplacer notamment Diami Brown qui lui a pris la direction des Jacksonville Jaguars. Sur la ligne offensive également, investissement non négligeable avec notamment l'arrivée de Josh Connerly, premier tour de la draft en provenance d'Oregon, mais aussi et surtout Laremy Tunsil, tackle gauche en provenance des Houston Texans, pour tenter de protéger encore plus efficacement Jayden Daniels, le nouveau quarterback en place. En défense, sur la ligne défensive, on a laissé partir Jonathan Allen en direction de Minnesota avec tout de même quelques remplacements sur le premier rideau, notamment un Dietrich Wise par exemple qui arrive des New England Patriots. Et puis concernant les autres ajustements, on peut parler du départ de Michael Walker, le linebacker du côté d'Arizona, et au sein du backfield défensif, on peut également citer un Trey Amos, deuxième tour de la dernière draft, le cornerback qui arrive en provenance de l'université d'Ole Miss, autre ancien joueur des Patriots, Jonathan Jones, qui arrive également au poste de cornerback. Je crois également qu'on a du changement sur le poste de kicker avec l'arrivée de Matt Gay, l'ancien joueur des Indianapolis Colts, donc pour s'occuper des coups de pied en 2025. Maintenant qu'on a planté grosso modo, Victor, le décor concernant cette équipe de Washington, forcément tous les regards vont être braqués sur Jayden Daniels, joueur superstar capable de fin de match absolument délirante. Une des plus connues bien entendu, c'est cette
Ave Maria face aux Chicago Bears réussi avec un brin de réussite, hein, faut-il quand même le préciser. Mais en tout cas, c'est aussi ce qui a changé clairement du côté de Washington. C'est une équipe qui, on va dire un peu crûment, mais peut un petit peu la loose, notamment quand Schneider en était le propriétaire. Là, il y a eu clairement un vent nouveau. C'est une équipe qui était insolente de réussite l'an dernier, une réussite notamment qu'ils arrivaient à provoquer offensivement, un des meilleurs jeux au sol cette saison. A priori, on devrait s'appuyer sur les mêmes ingrédients ou justement, on va peut-être s'orienter un peu plus sur le domaine aérien, sachant qu'on a un peu plus blindé le poste de tackle. Qu'est-ce que toi t'en penses? Oh, ils étaient quand même très aériens l'année dernière. Je suis d'accord qu'il y avait un côté. Ça reste Dan Quinn, quoi. C'est du football des fondamentaux, on va dire. Mais il y a eu quand même certains matchs où c'est parti sacrément au niveau aérien. Moi, en fait, quand je vois cette équipe, j'ai l'impression de voir les Texans de l'année dernière, en fait. Hmm. Les Texans de CJ Stroud, qui avaient fait une première saison inattendue, dont on disait attention, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, finalement, ils ont refait 10 victoires, mais parce qu'ils étaient probablement dans la division la plus faible de la ligue. Mais on a vu quand même que sur le terrain, ça restait quand même beaucoup moins bon l'année d'après que la première année. Donc, ça va être cette même pression au niveau des Commanders, savoir comment répondre à la pression, comment faire aussi bien que l'année dernière. Je trouve que c'est quand même rassurant de savoir que le coach c'est Dan Quinn. Ouais. Parce que bon, bah, il a roulé sa bosse, quoi. C'est pas le petit jeune qui va s'enflammer parce qu'il a fait une bonne saison. C'est pas à lui qu'on va apprendre que la NFL, faut pas se relâcher, quoi. Donc c'est Bah, l'avantage quand surtout, même. surtout qu'il a atteint le Super Bowl à l'époque avec les Falcons, hein, je vais pas vous le rappeler. Et c'est vrai que derrière, ça a quand même régressé doucement mais sûrement. Alors, chaque effectif est différent et ça ne veut pas dire qu'il aura forcément les mêmes problématiques qu'il avait du côté des Commanders. La première bonne nouvelle, c'est que bah, contrairement au lendemain du Super Bowl perdu par Atlanta, il a toujours son coordinateur offensif en place avec le retour de Cliff Kingsbury. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Jayden Daniels, mais sa collaboration, son entente avec l'ancien head coach, notamment des Cardinals, sera forcément fondamentale pour les Commanders. Oui, et puis Kingsbury aussi, il a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas toujours été d'année en année aussi simple. Là, les gens vont s'attendre un peu plus à Washington, peut-être et travailler un peu plus, moins les négliger. Et ils auront quand même beaucoup de vidéos à travailler l'année dernière. Moi, globalement, Jayden Daniels, c'est un peu comme si Jay Stroud, j'y crois, mais par contre, faut pas s'attendre à ce qu'il fasse exactement comme sa saison rookie. Il risque d'y avoir un petit retour en arrière naturel Hmm. là-dessus. Surtout que, honnêtement, tu l'as dit, alors la ligne, ok, il y a Larry Tunsil, très bonne nouvelle. Mais enfin, voilà, j'ai quand même des interrogations. Brandon Coleman ou même Cosmi, je sais que les gens sont très hauts dessus. Voilà, je trouve qu'il y a des bons et des mauvais matchs. Wiley à droite, ça reste plutôt compliqué. Et il y a quand même ce problème au niveau des receveurs, parce que receveur numéro un, c'est McLaurin. Gros J'allais y problème venir, ouais. contractuel. Ouais. Et en plus, blessé à la cheville depuis quelques jours, a priori. Ouais, alors moi je me Alors, demande si c'est blessure pas une blessure. diplomatique? Ouais. Ouais. Hmm. Moi je mise sur la blessure diplomatique, mais bon. T'as Noah Brown qui est correct, mais qui est pas non plus un foot de guerre. T'as Dibo Samuel, dont. Bah, qui lui-même a traîné des petits pépins physiques ces dernières années aussi, on va pas se mentir, hein. Et qui a un Ouais, historique un peu lourd aussi en universitaire, faut pas l'oublier. et puis mentalement, quand il est dedans, Dibo Samuel, Hmm. mais quand il veut faire son Antonio Brown, il peut le faire aussi, quoi. Donc à voir dans quel mindset il va être. Est-ce que tu C'est. m'autorises pour dire, parce que du coup tu m'avais repris Vas-y. fort à propos de voler concernant l'âge d'Edge Brown, est-ce qu'on peut dire que Zach Ertz à 34 ans est quand même plus proche de la fin que du début, même si c'est un homme de confiance de Cliff Kingsbury depuis son retour à Washington? Ouais, et puis c'est un tight end, c'est pas grave. Ça dure plus longtemps et tight end, ils courent pas trop en fait, en vrai. Ils se cachent, ils sont là, ils traînent, ils rattrapent un ballon. C'est pas des mecs qui courent en réalité. C'est juste des linemen qui veulent pas se salir les mains. Non, mais en vrai, oui, Zach Ertz, c'est très bien, ça fait une soupape de sécurité. Mais voilà, je pense que il y a clairement un potentiel. Ils vont Mhm. dans la bonne direction. Il faut régler ce problème McLaurin avant le début de la saison. Ça, c'est clair. Après, on sait qu'en général, ça finit par se résoudre. Mais mine de rien, pour un jeune quarterback, avoir ton joueur absent pendant les camps et tout, bon, c'est pas génial parce Non. que, quand même, au niveau des automatismes, c'est bien d'y prendre. Donc, cette attaque, je dirais que elle est bonne sur le papier. Est-ce qu'elle sera aussi bonne que l'année dernière? C'est pas sûr.
Ouais, c'est clair. Après, je trouve que, alors, sur la ligne, je rejoins ton inquiétude sur certains joueurs. Moi, je trouve qu'il y a quand même une profondeur qui est pas inintéressante, surtout qu'on a vu que l'année dernière, des joueurs comme Allegretti et comme Wiley qui étaient pas toujours rassurants, paradoxalement, du côté de Kansas City. Je trouve que dans leur utilisation à Washington, ça n'a pas été déconnant. Donc, je trouve que ça rapporte encore un petit peu plus d'expérience et de rotation à cette ligne offensive si vraiment il y en a besoin. Si un Josh Connerly a besoin d'un peu plus de temps sur le côté droit de la ligne, si en effet au niveau de l'intérieur, ben, Brandon Coleman a peut-être plus de mal à s'adapter. Si Sam Cosmi a des problèmes de blessure, parce que à l'heure actuelle c'est un peu le problème au début des camps d'entraînement, mais c'est susceptible d'évoluer en effet. Par contre, c'est une attaque qui risque de rester, je pense, assez spectaculaire. C'est vrai que on peut toujours remettre en avant bah, le cas Austin Eckler. C'est sûr que c'est pas le running back qui est le plus impressionnant en termes de jeu au sol à proprement parler, mais c'est un joueur qui est capable d'être ultra polyvalent. C'est un peu un espèce de Darren Sproles plus costaud, version moderne, si j'ose parler ainsi. Vraiment dans l'utilisation, dans le côté polyvalence. Voilà, c'est un coureur plus lourd sur le papier, mais vraiment qui est capable d'apporter une aide, que ce soit au sol ou à la réception, qui est vraiment capable d'être dangereux dans de nombreux registres. Et si tu rajoutes ça à un Deebo Samuel qui en effet doit avoir la tête à l'endroit, mais qui est capable en effet lui aussi en sortie de backfield d'engranger des yards, si tu mets aussi sur le papier le fait qu'un Jalen Lane, par exemple, le rookie drafté au troisième tour en provenance de Virginia Tech, a montré des bonnes choses au début des camps d'entraînement, ça gomme pas tout par rapport à la situation de Terry McLaurin. Clairement, ils auront besoin de leur receveur superstar, ça, je vais pas te contredire là-dessus. Mais ça peut en tout cas apporter une facette encore supplémentaire à cette attaque de Washington qui pouvait peut-être un peu atteindre ses limites l'an dernier avec bah, le duo des Browns, etc., qui certes pouvait contribuer, mais qui n'avait pas forcément un panel aussi large que peut l'avoir justement d'autres receveurs qui sont arrivés cette année. Donc ça, c'est aussi intéressant pour Jaden Daniels, en plus de la rotation sur la O-line. Non, mais de toute façon, moi, j'assume d'être exigeant avec une équipe qui a été en finale de conférence. Mhm. C'est-à-dire que tu aurais cet effectif-là et l'année dernière, tu as fait 8-8. Bon, tu peux plus faire 8-8 maintenant, mais 9-8. Je serais peut-être moins exigeant. Ou s'ils étaient sortis face aux Lions, peut-être que voilà, j'aurais été. Là, quand même, je me dis, OK, c'est une équipe qui doit avoir pour objectif, même si c'est peut-être injuste, de retourner en finale de conférence. Donc, est-ce que cet effectif a les armes pour le faire? Donc c'est vraiment dans... J'ai volontairement une vision un peu dure parce que je trouve que c'est une équipe qui doit avoir l'ambition d'y retourner parce que si t'as pas l'ambition d'y retourner, ça sert à rien de jouer au football. Et je pense que connaissant Dan Quinn, ça reste quand même un mec qui est... Il est pas là pour toucher son chèque. Enfin, pas que. Il est vraiment là pour gagner des matchs et c'est un vrai passionné. Et autour de lui, il a quand même un beau staff. Donc, je suis volontairement exigeant parce que je pense que cette équipe a du potentiel, mais ça ne doit pas cacher des vraies questions. Alors, question potentielle, justement, et interrogation. Faut savoir où on se place au niveau de la défense, qui par rapport aux joueurs qui étaient sur le papier l'an dernier, a pas mal surpris, notamment en termes de perte de balles provoquées. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de gros pass rush d'emblée sur le papier, surtout qu'on a, je le disais tout à l'heure, on a un Jonathan Allen sur le premier rideau, assez polyvalent, mais qui est parti du côté de Minnesota, dont le contrat commence peut-être à devenir un petit peu lourd. Et du coup, on a quand même cette impression d'avoir une jeune garde encadré vraiment par des ultra vétérans. Voilà, on a du Daron Payne, du Bobby Wagner, du Von Miller même qui a été signé récemment, Marshawn Lattimore même s'il commence à accuser un petit peu le poids des années, qui sont là justement pour encadrer les Jason Newton, Quan Martin, etc., etc. C'est ce mélange, on va dire, de sagesse, d'expérience et justement de jeune fougue qui peut amener peut-être Washington à garder un équilibre attaque-défense, ou est-ce que tu penses que l'année dernière on était un peu en sur-régime au niveau de cette défense des Commanders et que ça peut atteindre ses limites, encore une fois, vis-à-vis de la concurrence? Bah, moi, c'est ma grosse inquiétude, la défense, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe en sur-régime. Parce qu'en réalité, tu regardes à une défensive, bah, Payne, Newton, Kino, ok, c'est correct, mais ça donne pas envie de rêver. Le pass rush, c'est qui ton pass rusher numéro un, c'est qui ton pass rusher numéro 2. Au niveau des cornerbacks, il y a eu la très bonne surprise, Henry Steele, et je suis très content qu'il ait réussi, et je pense qu'il aura une très belle carrière. Lui, je suis assez confiant. Latimore, tu as dit, c'était un peu que l'ombre de lui-même. Wagner,
on admire tous sa longévité, mais il y a un moment, ça peut s'arrêter aussi. Au niveau des safety, c'est quoi tes certitudes? Donc, je, je pense vraiment qu'on est devant un effectif qui a... Enfin, là, je parle de la défense, parce que l'attaque, encore une fois, il y a vraiment des ingrédients pour être forte sur plusieurs saisons. Moi, je pense que la défense a ultra super, surperformé et qu'elle a été très peu, trop peu adressée dans cette intersaison. Et honnêtement, je pense qu'il peut y avoir un retour sur terre assez violent au niveau défensif. Ça peut s'entendre. C'est vrai que je te rejoins sur le pass rush. En effet, l'année dernière, il tournait souvent avec Dante Fowler notamment, Clelin Ferrell aussi. Alors Fowler qui est parti hein, pendant cette intersaison, en tout cas qui n'a pas été conservé. Et c'est vrai que là, tu te retrouves avec Ferrell, Wise. Armstrong également, que connaissait Quinn du côté de Dallas, donc c'est sûr que sur le papier, très clairement, on va devoir de nouveau compter sur un collectif assez performant. Van Miller peut-être capable d'apporter un petit peu, mais c'est vrai que du côté de Buffalo, on a clairement vu ses limites en termes de snap, c'était beaucoup plus dilué. Désormais, il va avoir ce rôle un petit peu hybride entre le premier et le deuxième rideau, un peu plus traditionnel par rapport à ce qu'on pouvait voir du côté de Denver dans ses premières années. Mais voilà, forcément utilisé avec parcimonie. Je suis pas loin de dire comme toi, et c'est vrai que sur le backfield défensif, bah, il y a toujours des joueurs sur lesquels je me pose des questions. Moi, un Trey Amos, je peux me dire que à moyen terme, ça peut être un joueur assez intéressant à suivre. Maintenant, encore une fois, on a vu qu'un Marshall Latimore en cornerback numéro un, bah, ça souffrait quand même beaucoup, notamment sur des receveurs extrêmement établis. Jonathan Jones du côté de New England, c'était besogneux, mais pas forcément plus. Il y a peut-être un Mike Henry Steele sur le poste de cornerback qui peut t'apporter quelques garanties pour les années à venir, mais voilà, sur les extérieurs, en tout cas, j'aurais tendance à être un peu plus inquiet, notamment avec ce pass rush extérieur. Parce que oui, en effet, sur l'intérieur, sans doute que Daron Payne ou Jason Newton, ça peut apporter un petit peu de pression mais va quand même falloir être assez détonnant sur l'ensemble d'un match. Et c'est là, en effet, oui, où je vois peut-être la défense de Washington baisser un petit peu de régime. En tout cas, pas être forcément au même niveau que ce que peut être l'attaque au cours de cette année. Un avis sur le changement de kicker, où on sait que ça a été un grand problème ces dernières années du côté de Washington, ça a beaucoup changé. Est-ce que tu es plus rassuré par l'arrivée de McGay ou pas spécialement? Je pense qu'on s'en fout. Enfin, c'est le, non, mais le problème des kickers, c'est que n'importe quel kicker sur une bonne année, il va être à 32 sur 32, et l'année d'après, il sera à 15 sur 30. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, en soi, en espérant qu'il fasse une bonne saison. Je... Je le savais en posant la question que je me heurtais potentiellement à une réponse Ah, sèche. mais moi, je vous le dis, les kickers, c'est vraiment interchangeable à volonté. Et bon, bah, tu verras bien s'il est pas bon. Au bout de 2, 3 semaines, t'en prends un autre. Et puis s'il est pas bon, au bout de 2, 3 semaines, t'en prends un autre. C'est comme ça. Ce ne sera pas une clé, un facteur X pour ton pronostic à l'issue de la saison, pour enchaîner sur une autre question, Alex. La nature a horreur du vide. Non, ça sera pas mon facteur X, non. Non, clairement pas. Très bien. Ton pronostic, du coup, on va venir à l'essentiel après ce qu'on a dit, notamment offensivement et défensivement. On rappelle que l'an passé, le bilan des Commanders était de 12 victoires pour 5 défaites. De ce que j'entends par rapport à ce que tu m'évoques, on ne sera pas au même bilan. Bah non, déjà pour les raisons expliquées au niveau des Eagles, hein, que j'avais fait passer à 11, de 13 à 11, parce qu'il y a un calendrier de fou. Voilà, c'est la troisième fois qu'on dit en 4 jours, mais désolé. La NFC Est a le pire calendrier de la Ligue, c'est factuel, bon, basé sur l'année dernière, on verra bien cette saison. Donc ça va être plus dur. Euh, Moi là-dessus, là, je vais jouer le hater entre guillemets, je l'assume. Je pense que cette défense a trop de problèmes Mhm. qu'on évite parce que, il y a eu une super saison l'année dernière, etc. Et moi, je pense que ça va être une année d'apprentissage et je pars sur un 8-9. Ça va être ma hot take des previews, celle qu'on va me ressortir dans 4 mois, mais c'est pas grave, je l'aurais mérité. Mais je pars symboliquement sur un bilan négatif parce que j'ai encore beaucoup trop de questions au niveau de cette équipe. Eh ben écoute, je suis un peu plus optimiste que toi, mais pas énormément non plus. Je suis parti sur un bilan de 9 victoires pour 8 défaites. Voilà. Parce que, en effet, il y a un calendrier. Et puis, je l'ai dit, pour moi, il y a des. Je parlais du match de Chicago, mais
il y a des matchs charnières dans la saison dernière où ça tourne dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que forcément, en 2025, tout ira pas forcément dans la bonne direction. Mais c'est quand même rare d'avoir autant de saisons où, entre guillemets, toutes les planètes, toutes les planètes s'alignent, ou, comme je disais tout à l'heure, on est autant insolent de réussite. Et c'est sûr qu'en effet, il y a peut-être quelques matchs où le doute va commencer peut-être à s'installer dans les têtes. Il va y avoir cette fameuse deuxième année de Jayden Daniels, hein. Alors, c'est pas toujours gravé dans le marbre que les quarterbacks, lors de leur deuxième année, souffrent. Mais forcément, on a des coordinateurs défensifs qui vont s'être beaucoup plus adaptés à ce que va proposer Jayden Daniels, malgré son profil double menace et les cibles autour de lui. Peut-être que l'attaque va beaucoup moins rouler, notamment au niveau du jeu au sol sur les défenses adverses, et que ça va obliger la défense à se sublimer d'autant plus avec les limites qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est là où je suis un peu plus prudent et où je me dis que Washington va lutter pour une place en wildcard, figurera clairement à mon sens quand même comme un candidat au playoff, mais avec une fiche beaucoup plus raisonnable, on dira statistiquement, qu'en 2024. Là encore, je l'avais dit pour les Giants, mais bye week qui intervient très tardivement, hein. Donc le repos sera pas trop lors de la 12e semaine pour les Commanders. Mais là où tu as raison, c'est qu'avec avec ces playoffs à 7, enfin 7 par conférence, c'est pas du tout improbable qu'il y a 9 victoires. Si ça surtout dans cette NFC très homogène, Mhm. ce serait pas étonnant de voir une ou deux équipes en playoff à 9 victoires. Très clairement, ouais. Oui, et puis avec une NFC Est et une NFC Sud qui, disons-le clairement, dégage pas non plus quatre équipes favoris pour aller atteindre les playoffs, hein. Donc ça peut déjà déblayer dans ce sens-là, et après tu vois un peu où tu te situes par rapport au reste du panier, quoi. Hmm, c'est sûr. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette NFC Est, j'allais dire, ou en tout cas sur la troisième des quatre équipes de NFC Est dont on a déjà parlé. Merci encore, Victor. Je vous rappelle que vous pouvez consulter la preview à l'écrit, rédigée par un autre chroniqueur, hein, je pense. A priori, ce n'est pas un de nous deux, si je ne me trompe Non. pas. Donc, comme ça, vous aurez une opinion supplémentaire au sujet de la franchise de la capitale fédérale. Et puis, vous retrouvez bien entendu toutes les previews écrites au cours de ce mois d'août, notamment sur touchdownactu.com, et toutes les previews audio sur les meilleures plateformes de téléchargement et de streaming. Salut à tous et à très vite sur les antennes de TDA. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission. On sera ensemble. Kansas City Chiefs. C'est ça, Kansas City Chiefs. Je voulais pas me tromper. Merci Victor. On se retrouve très vite pour parler de KC après. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.